Alors, hier, on en a un tout petit peu parlé de ce linge, mais j'avais envie de vous faire ce petit topo sur finalement la gestion du linge hospitalier, que le patient soit Covid ou pas. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'hygiène à l'hôpital. Alors, vous savez qu'on utilise beaucoup de linge à l'hôpital, vos vêtements professionnels, le linge de lit, les draps et les champs opératoires, les chiffonnettes ou les lavettes pour l'hygiène des locaux. Là aussi, la propreté du linge joue un rôle primordial pour le confort et la protection des patients et des professionnels. Alors, attention, gestion du linge sale égale danger. Parce que c'est une source majeure de contamination par la flore bactérienne, peau, liquide biologique, on les a vu tout à l'heure, les urines, les selles, la sueur, le sang, etc. Et la flore environnementale, sédimentation et mouvement des particules de l'air. Vous vous souvenez, hier je vous ai dit, on enlève les lits du patient, on attend 30 minutes, là je parle dans le cadre du Covid, on attend au minimum 30 minutes, et ça peut aller jusqu'à 3 heures, pour que tout ce qu'on a mis en suspension dans l'air puisse se sédimenter sur les surfaces. D'accord? Donc, si on a des surfaces avec des microbes, eh bien, on va emmener tout ça un petit peu partout chez nos patients. Alors, les principaux micro-organismes identifiés, ceux de la peau, staphylocoques, corynebactéries, des flores bactériennes digestives, entérocoques, colibacilles, entérobactères, Klebsiella, et des micro-organismes de la terre et de l'eau, comme le piécénique, la cyanidobactère. Donc, tous ces microbes, malheureusement, on ne les voit pas, mais ils sont là. Et quand on va aux toilettes, vous savez qu'on se lave les mains après être allé aux toilettes. Et malheureusement, c'est un peu trop souvent oublié. Et donc, du coup, on retrouve des colibacilles, des entérocoques sur les surfaces où normalement, ils n'ont rien à faire. Alors, il faut quand même savoir que le linge propre et le linge sale sont des vecteurs d'infection à l'hôpital. On estime que le linge serait responsable de 17% des infections nosocomiales ou infections associées aux soins. D'accord? 17%. Et quand je dis linge propre, pourquoi? Parce que souvent, c'est du linge qui n'a pas été suffisamment séché et dans lequel les virus et les bactéries vont se développer. Alors voilà, ça va très vite à se contaminer du linge après contact avec le patient. Regardez, au bout de 4 heures, vous avez une quantité de microbes qui augmente au fur et à mesure. Voilà, sur les oreillers, ça augmente, la concentration augmente. Pour les tubes de lit, c'est la même chose. Pour les draps de lit, vous voyez, on commence à 5, à 2 pour le drap de lit, à 7, à 12. C'est-à-dire que plus ça va, plus le temps passe et plus la contamination du linge se fait. Alors, comment on s'est rendu compte que ce linge promenait des bactéries, des virus? En 1763, il y a eu une épidémie de variole dans une tribu indienne. Et en fait, on s'est rendu compte que les patients se passaient des couvertures les uns les autres, que cette couverture infectée augmentait l'épidémie de variole. Tant et si bien que la tribu a été décimée et qu'on a pu faire la preuve, à partir de ce moment-là, qu'une épidémie à partir de linge était réelle. Donc, il faut faire attention, quand vous avez des tissus, il faut prendre l'habitude de les faire laver. Quand vous avez des rideaux qui sont entre les patients, il faut penser à les laver. Normalement, ces rideaux ne devraient pas être présents.
En tout cas, s'ils sont présents pour séparer, par exemple, des lits de patients, ils devraient être dans des tissus inufugés, enfin, qui ont des caractéristiques techniques telles qu'ils ne pourront pas prendre feu et que, normalement, les bactéries et les virus se déposent d'une manière moindre dessus. Un tissu normal ne doit pas être installé dans un établissement hospitalier. Alors, 65% du personnel, 42% des agents d'entretien ont des blouses qui sont contaminées et ils vont les transmettre aux patients au fur et à mesure de leur travail. 25% des vêtements professionnels sont contaminés par des micro-organismes comme le staphylocoque. Et tout ça parce qu'on le trouve dans les poches et dans les manches des vêtements professionnels. Donc, vous voyez, il faut faire très, très attention à ce à la manière dont vous allez ensuite traiter ce linge. Alors, pour vous expliquer encore là que le linge transmet des microbes, pendant 3 hivers successifs, il y a eu une épidémie à streptocoque dans une unité de néonatologie. En fait, on utilisait un sèche-linge non professionnel. Vous savez, les petits, comme les sèche-linges qu'on a à domicile pour certains, ça n'est pas suffisant pour sécher le linge hospitalier. Et ces infections ont été transmises à des nouveau-nés par du linge qui n'avait pas été suffisamment séché et par les membres du personnel qui ont transporté ce linge propre avec des mains sales. Donc, vous voyez, linge propre, linge sale, vecteur de germes. Donc, il faut faire très, très attention à tout ça. Bon, et puis, une autre épidémie dans un autre hôpital, et là, c'était le mauvais séchage des oreillers. Donc, vous voyez, quand je vous disais hier, serpillière, balai Faubert ou mop pour le lavage des sols, on lave, on sèche de manière importante parce que dans ce qui est humidité, le Covid aime bien ça, je crois, c'est ce qu'on entend. Et puis de toute façon, les autres microbes aiment bien ça aussi. Alors, je dis 2 petits mots de la tenue professionnelle. Elle doit être changée chaque jour avec des manches courtes, s'il vous plaît. D'abord parce que les manches courtes, ça vous permet de vous laver les mains correctement, alors que si vous avez les manches longues que vous avez vos poignets, vous ne pouvez pas le faire. Et puis, moi, je les aimerais bien sans poche, parce que là-dedans, vous avez vu les microbes qui s'y trouvent. Et on met nos stylos, on met nos ciseaux dans ces poches, et on va contaminer nos patients après. Donc, vraiment, l'hygiène, c'est une réflexion, je ne dirais pas minute par minute, mais presque. C'est quand on est pris dans le quotidien, on oublie tout ça. Donc voilà, ce que je n'aime pas à gauche, rayé, ce que j'aime à droite, et qu'il faut essayer de mettre en place. Voilà, sans poche. Merci. Alors, la collection du linge, eh bien, écoutez, ce qu'il y a de bien, c'est d'avoir des chariots à linge avec des couleurs de sacs différents. On peut faire un pré-tri du linge comme ça. Et puis, ça permet, au moment où le linge sale arrive dans blanchisserie, de prévoir les températures de lavage. Par exemple, les draps de couverture ne se lavent pas à la même température. Et puis, pour ce qui est du patient Covid suspect ou confirmé, le linge sera mis dans un sac jaune, d'abord dans un sac hydrosoluble et ensuite dans un sac à tissu jaune, parce que la nomenclature internationale pour les déchets
pour le linge à risque infectieux, c'est la couleur jaune. Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas ça, vous pouvez déterminer que les sacs rouges, ce seront les sacs pour les déchets de soins à risque infectieux ou du linge à risque infectieux. Je ne suis pas complètement bornée, mais c'est intéressant de définir une couleur pour ces risques infectieux. Le chariot de linge sale reste près de la chambre, il n'entre pas à l'intérieur de la chambre. On manipule le linge avec des gestes mesurés, c'est-à-dire qu'on ne les secoue pas comme si on secouait le tapis à la fenêtre, parce que, je vous ai dit, ça part dans l'air et ça sédimente sur les surfaces. Les sacs de linge seront seulement remplis aux 2/3, et là aussi, lavage des mains, avant et après la collecte. Port de gants. Le port de gants n'exclut pas le lavage des mains, et donc dans le cadre du Covid, on met les protections, les équipements de protection individuelle. Donc, vous allez voir que vous allez en consommer pas mal. Le linge souillé avec du sang ou des liquides organiques sera manipulé avec une tenue particulière, gants et tabliers plastiques et hygiéniques, et nettoyage du chariot de linge sale 2 fois par jour. D'accord? Donc, voilà ce que je fais bien. Mes équipements de protection individuelle, mes gants et de quoi nettoyer le chariot de linge sale, soit un produit 2 en 1 ou alors détergence, rinçage, application d'eau de javel. On l'a vu hier, on ne met pas le linge sale contre sa tenue professionnelle et on ne dépose pas le linge sale au sol. Vous allez me dire, dans le cadre des patients infectés ou du Covid, la tenue plastique est intéressante à mettre. On ne laisse pas de linge sale dans la chambre des patients et attention aux objets indésirables au milieu du linge, comme les pinces, enfin tout ce qu'on peut trouver dans du linge. N'oubliez pas qu'en bout de piste à la lingerie ou blanchisserie, vous avez du personnel qui va sortir ce linge sale, qui risque de se couper si vous avez laissé des ciseaux dedans, et donc on aura à ce moment-là un accident d'exposition au liquide biologique. Donc, faites très attention à tout ça. Il faut évacuer et stocker temporairement les sacs de linge sale dans un local prévu à cet effet, normalement bien ventilé, température correcte, et nettoyer tous les jours. Alors, je sais que à l'hôpital de Luxembourg, ce n'est pas forcément le cas. Il faut essayer d'inventer des idées pour respecter le mieux possible ce stockage de linge. Alors ensuite, écoutez, le linge, stockage temporaire, normalement stockage central au milieu d'hôpital, transport interne, lavage température 60 degrés, minimum 30 minutes, réapprovisionnement en linge propre, stockage en unité, utilisation du linge et collecte. Voilà le bon circuit du linge. Alors, il est bon d'avoir des protocoles et des procédures et il est bon d'avoir une approche environnementale. C'est compliqué en ce moment pour vous dans vos pays, mais c'est vraiment des objectifs, allez, on va dire à moyen long terme, de manière à ce que votre environnement ne soit pas pollué par des eaux usées qui vont aller dans un système d'assainissement qui n'est pas correctement mis en place. Il faut savoir manager l'eau, manager l'énergie, lutter contre la pollution de l'eau et lutter contre la pollution du sol et de l'air. Et ça, c'est très important. C'est votre gouvernement, vos gouvernants qui
qui doivent s'emparer de cet aspect des choses. Le linge propre, ben, il est délivré dans une armoire propre et stocké dans un métal propre, si possible, ou dans un endroit où on ne va pas tout le monde ne va pas le toucher. On peut faire mieux au centre Festoc, mais on n'a pas beaucoup de place. Voilà. Ensuite, en principe, on le laisse dans un local où on stocke que du linge propre, pas dans la salle de bain des patients, parce que il va se contaminer. Donc, on prend, pour aller dans la chambre d'un patient, on prend le linge dont on a besoin et on n'en laisse pas à l'intérieur. Pour s'occuper du linge propre, on se lave les mains et puis on prend donc que ce qu'on a besoin pour le patient. Alors, évitez le linge propre sur le chariot de soins parce que ce n'est pas prévu à cet effet. Vous risquez de mélanger les choses. C'est pas bon. Pas de linge propre en dehors de la zone dédiée, c'est-à-dire j'ai mon local de rangement de linge propre, je l'y laisse. Je ne mets pas, je vous en parle parce que j'ai été infirmière avant vous et j'ai été infirmière il y a quand même un certain nombre d'années, à une époque où on n'avait pas, comme vous parfois, pas toujours le matériel nécessaire pour que nous nous occupions de nos patients. Et donc, on faisait des réserves sauvages. Je vais travailler le week-end prochain, donc je vais me mettre de côté, soit dans mon vestiaire, soit dans le local où on prend le thé, du linge ou du matériel pour m'occuper de mes patients tranquillement le week-end. Maintenant, ça, il ne faut pas le faire. Vraiment, c'est un risque pour vos patients. Voilà, visite des vestiaires. Alors, j'avais l'habitude, en tant que cadre, d'afficher sur les vestiaires une visite des vestiaires, tel jour, telle heure, pour prévenir le personnel. Et le jour où l'heure arrivait, je faisais une descente, je faisais ouvrir tous les vestiaires. Et je ne vous explique pas tout ce qu'on peut trouver dans les vestiaires, avec votre tenue professionnelle, avec votre tenue de ville, avec tout et n'importe quoi. Et donc, parfois, j'avais vraiment l'impression de descendre en enfer. Donc, petit à petit, j'avais conseillé au cadre de Centre Festoc de faire ça. Ça permet de faire nettoyer les vestiaires et de continuer à avoir de bonnes pratiques d'hygiène. Moi, ça s'est avéré efficace. Et voilà, moi, voilà comment je voudrais que soit le vestiaire dans un service de soins. Visite des vestiaires, arrivée au paradis. Donc voilà, pour moi, c'est très important tout ça. Alors, pour votre attention, alors, je sais que au Luxembourg, il n'y a pas de blanchisserie centrale au niveau de l'hôpital. Moi, je fais traiter le linge dans une blanchisserie à l'extérieur à Bamako, que j'avais visité, qui respecte le process, qui a des locaux certes vétustes mais propres, et qui nous rend, cette société nous rend du linge et des tenues professionnelles sous emballage avec un petit sachet, et donc c'est parfaitement propre. Je sais que ça n'est pas le cas pour le reste de l'établissement qui voit son linge lavé en bas près du conteneur bleu, là, parce que ceux qui voient. Et donc ça, c'est pas l'idéal, et peut-être que si vous avez des patients Covid à un moment ou à un autre, il faudra peut-être négocier avec votre direction pour que ce linge parte vraiment dans une blanchisserie où il sera traité de la bonne manière. Évidemment, les patients Covid suspects ou confirmés doivent avoir un traitement du linge à part. Il ne faut pas le mélanger avec le reste du linge des patients. Voilà. Et donc, vous voyez comment ça arrive dans des sachets. Ensuite, vous avez quelqu'un qui trie le linge. Donc, quand je vous dis
Il ne faut pas des scalpels, des ciseaux dans ce linge parce qu'on risque de se blesser. Et puis ensuite, bon, ben, il y a des machines à laver. On entre d'un côté, c'est un peu comme l'autoclave, on rentre d'un côté le matériel, le linge sale, et on le ressort de l'autre côté une fois qu'il a été lavé. Il est ensuite séché dans des machines, des grosses machines, et puis ensuite il est plié et mis sous sachet. Voilà. Donc ça, c'est une bonne gestion du linge. Et moi, je dis que le personnel soignant, le personnel qui travaille sur un établissement hospitalier est tout à fait en droit de solliciter vos directeurs, vos responsables pour avancer sur des sujets comme ça, qui sont importants pour votre vie personnelle, pour votre environnement, etc., etc. Alors, bien entendu, euh, le, les tenues professionnelles ne doivent pas se laver à la maison. Vous comprendrez bien que vous ne pouvez pas vous permettre d'apporter du linge potentiellement infecté, Covid ou pas Covid, bactéries ou autres, à la maison, même si vous le lavez de manière isolée du linge de la maison. Vous comprendrez bien que ça ne devrait pas être autorisé. Voilà. Voilà pour le linge. On va demander si vous avez des questions. Ali, c'est que le linge et les excrétables, ils Oui. sont mal désinfectés. Est-ce que les virus ont une durée de vie bien déterminée sur le linge et les excrétables mal désinfectés? Ah oui, sur le métal, on sait que c'est un jour ou deux. En fait, on a quand même une méconnaissance de ce virus sur sa possibilité de rester vivant sur des surfaces inertes. Vous savez comme moi que les virus, ils vivent sur un hôte au dépend de cet autre vivant, c'est-à-dire un animal ou un humain. La plupart des virus meurent rapidement sur des surfaces inertes, mais il semble que ce Covid ait des capacités à rester plus longtemps sur des surfaces. Donc, d'où l'intérêt de prévoir un nettoyage et une désinfection de tout l'environnement du patient et des bassins et des urinaux et tout ce qu'on veut de manière drastique, impeccable, parce que on ne sait pas trop combien de temps il peut vivre. On sait que à 60 degrés pendant 30 minutes, on sait qu'il ne résiste pas. Mais quelque chose qui ne passe pas à 60 degrés 30 minutes, comme au Luxembourg, où les bassins ne vont pas dans un lave-bassin, il faut vraiment, vraiment, vraiment être très vigilant à ce nettoyage et à cette désinfection. Alors, n'hésitez pas à utiliser de l'eau de javel, là. Mais bien entendu, je répète, on ne désinfecte que ce qui est propre. Donc, on lave avant, on rince, on sèche et on met de l'eau de javel. D'accord? Oui, merci. Voilà, c'est très important. Et faites attention aussi avec l'eau de javel à la concentration. Ça aussi. Elle doit être à 5%. Donc, il faut faire le calcul. Hein. Monsieur Togola, l'idéal, c'est que l'eau de javel à utiliser leur arrive déjà préparée. Que les agents d'entretien n'aient pas à le faire eux-mêmes. D'accord? D'accord, j'ai compris. Voilà. Merci. Autre question? Bonjour Annie. Bonjour. C'est qui? Oui? Par rapport toujours au linge, vous avez vu que 65% du personnel
porteraient des germes sur leur tenue de travail. Oui. Je vais faire un petit hors-sujet par rapport à leur tenue de ville, par rapport à la tenue de ville du personnel. Oui, ben, ce sera la même chose. Hein. Normalement, on n'a pas de tenue de ville sous sa tenue professionnelle. C'est un... Comment? Je demande si vous m'entendez. Oui, j'ai entendu vous parler de la tenue de ville. Oui, je dis, selon votre exposé, 65% du personnel pourrait avoir des germes sur leur tenue de travail. Oui. On est des services. Ils doivent porter leur tenue de ville pour rentrer chez eux à la maison. Oui. Est-ce que vous avez du recul de contamination du personnel de santé par rapport à cette gestion-là? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à leur tenue de ville pour réduire au maximum le risque d'infection au COVID-19? Alors, il faut déjà que vous ayez, vous mettiez vos équipements de protection individuelle pour s'occuper de ces patients. Déjà, vous allez limiter, puisque vous allez les changer à chaque patient, vous allez limiter la contamination de votre tenue professionnelle lambda. D'accord? Voilà. Si par hasard, vous n'avez pas de tenue de protection, de blouse imperméable, donc vous savez que les liquides peuvent traverser la blouse de protection et toucher le tissu de la tenue professionnelle. Dans ces cas-là, si vos blouses ne sont pas imperméables, prenez un tablier plastique par-dessus. D'accord? Donc, vous allez du coup limiter, comment dire, vous n'allez plus avoir de risque de contamination de la tenue professionnelle sous la blouse des EPI. D'accord? Et puis, ce qu'il est bien de faire aussi, en fait, c'est que dans les vestiaires, enfin, vos vestiaires, il est intéressant d'acheter des vestiaires avec des compartiments séparés. D'un côté, tenue de ville, de l'autre côté, tenue professionnelle. Donc, moyennant quoi, vous allez limiter drastiquement la contamination par le Covid. Alors, ça n'est pas toujours possible, mais normalement, une tenue professionnelle à la fin de la journée, elle va dans le sac à linge sale. J'enlève ma tenue professionnelle, je la mets dans le sac à linge sale, déchets à risque infectieux, je me lave les mains correctement et je prends ma tenue de ville après. Et c'est là où l'enchaînement des choses doit être réfléchi. Et on ne doit pas faire ces choses rapidement parce qu'on va rater une étape. Voilà. D'autres questions? Bonjour. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Monsieur Parfait de Ouagadougou. Oui. OK. Au début du COVID-19 à l'hôpital chez nous ici, Oui. on pensait que le linge, il fallait le brûler après utilisation. Non. Mais maintenant, avec vos explications, je pense qu'on peut récupérer et ça fait du bien pour l'hôpital. Bah, évidemment. Évidemment. Je suis très, comment dire, au niveau de l'hygiène, je suis très exigeante. Mais il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je veux dire, le linge, à partir du moment où ce n'est que du linge Covid, on le lave à part et on le lave à 60 degrés minimum. Si vous voulez être plus sûr, lavez-le à 90 degrés pendant au moins 30 minutes. Mais sachez qu'à 90 degrés, si ce n'est pas du coton, ça va être un peu problématique. 60 degrés, 30 minutes, c'est ce qu'il est convenu de faire et c'est ce que on fait au niveau de nos hôpitaux en France, en Europe. Voilà.
En fait, en défaut de tablier plastique, Oui. est-ce qu'il serait mieux de porter le casaque chirurgical? Mais ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Mais si on n'a pas de tablier, Eh bien, vous pouvez le si on n'a pas découper. de combinaison, Et vous pouvez découper un sac plastique. tout le monde n'a pas ça. Vous n'avez pas de sac plastique pour les poubelles, pour tout ça? Bien sûr que oui. Souvenez-vous, dans le premier topo que je vous ai fait, je vous ai donné un patron pour faire des blouses de protection avec des sacs plastiques. Vous avez des filles là, sur place qui cousent des choses merveilleuses. Je suis sûre qu'elles pourraient faire quelque chose. Mais voilà, parce que je ne suis pas sûre qu'au niveau économie, utiliser des blouses chirurgicales, ce soit pertinent. Mais je ne suis pas opposée, hein, bien entendu. Il faudrait voir avec votre direction. Mettre le marché en main. On n'a pas de blouse plastique qui nous protège correctement. Est-ce qu'on peut utiliser des blouses chirurgicales? Mais il faut négocier ça avec vos directeurs en disant on doit nous protéger. Donc, pour nous protéger, qu'est-ce qu'on a? Voilà. C'est bon? Ok, merci. Hein? Voilà, il faut savoir vous défendre aussi. Il faut savoir dire, voilà, il faut mettre des équipements de protection individuelle. On en a, elles ne sont pas suffisantes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous nous autorisez à faire pour être protégés et ne pas provoquer une contamination du personnel, des autres patients, etc. Il faut savoir ce qu'on veut. Enfin, bon, La deuxième question. oui. Non, j'ai dit, on peut se contaminer avec des urines et puis Oui. les selles du patient infecté aussi. Oui. Surtout les selles. Hein. Il n'a pas été prouvé que les urines étaient infectées, mais les selles, oui. Alors, allez-y. Oui, c'était ça. C'était ça, oui. Donc, il faut que les personnes, l'infirmière, l'agent d'entretien, qui que ce soit qui prend le bassin d'un patient suspect ou prouvé Covid, doit avoir des équipements de protection individuelle. D'accord? Voilà. Merci. Une question qui est là aussi. Venez, Oui. s'il vous plaît, madame. Bonjour. Bonjour. En tant que sage-femme, Oui. est-ce que les cache-nez et puis notre blouse, ça suffit pour notre protection? Pour les accouchements, Les accouchements, oui. si vous avez... Et les soins. Oui, oui, oui. Vous avez une blouse de protection? Non, sauf la blouse seulement. C'est comme celle que vous avez là? Oui. Et vous n'avez jamais de liquide amniotique sur la blouse? Si. Ben non, alors ça ne suffit pas. Il faudrait une blouse de protection et puis voilà, enfin c'est tout ce qui va vous amener à être en contact avec des liquides biologiques, il faut vous protéger. Pas besoin d'être stérile, hein, bien entendu. Hein. Ça n'a pas besoin d'être stérile. On est d'accord. Hein. Même pour recevoir un enfant. D'accord? Là aussi. OK? C'est bon? Allez, on enchaîne? Ok, merci Aline, on enchaîne. On enchaîne. Alors, on va parler juste de la gestion des déchets hospitaliers à risque infectieux. Parce que c'est un sujet important, mais si je voulais vous parler de
toute la gestion des déchets de l'hôpital, on n'aurait pas fini ce soir. Donc, je vais vraiment cibler sur ce qui est infectieux, donc dans le cadre du Covid-19, et puis des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Alors, pour nous, en France, au regard de la loi, c'est un déchet, qu'est-ce que c'est? C'est tout résidu issu d'un processus de production, c'est plutôt pour les usines, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériaux, produits, ou plus généralement tout bien abandonné, ou que son détenteur destine à l'abandon. C'est-à-dire que, voilà, je veux me débarrasser de mon masque que j'ai sur le nez, j'en ai marre, c'est un déchet, et je ne dois pas en faire n'importe quoi, et surtout pas le mettre sur le trottoir dans la rue. Alors, pour nous, en France, c'est une loi de 75 qui a beaucoup évolué. Donc, il faudrait savoir si probablement, vous avez une réglementation dans votre pays. Alors, vous pouvez trouver sur Internet les déchets d'activité de soins à risque infectieux et les déchets d'activité assimilés aux ordures ménagères. Comme ça, vous avez des affiches et vous pouvez déjà commencer dans votre secteur d'hospitalisation à faire du tri. Alors, quelle est la typologie des déchets produits dans un établissement de santé? On a les déchets d'activité de soins assimilables aux déchets ménagers. C'est DAOM. Ce sont les déchets de secrétariat, de restauration, les emballages de matériel stérilisé. Je pense aux sachets qui sont utilisés au bloc, par exemple. Ceux-là font partie des déchets assimilés aux ordures ménagères. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus après. Donc, ils ne présentent pas de risque pour la santé ou l'environnement. Ils peuvent, à ce titre, être éliminés par la filière déchets ménagers. Ils représentent environ 85% de la production de déchets. Et puis, la production dans un hôpital moyen en France est de 370 kilos par lit et par an. Vous voyez que c'est quand même pas mal. Et ces déchets vont être brûlés. Et ça a un coût. Donc, je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, après les déchets d'activité assimilés aux ordures ménagères, on a les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Comme ceux qu'on a vu tout à l'heure. Ce sont ceux qui présentent un risque infectieux parce qu'ils contiennent des microbes viables ou qui contiennent leurs toxiques et dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils peuvent entraîner des maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. C'est-à-dire que la contrainte de soins d'un patient qui part dans les déchets, elle peut être infectée et elle peut provoquer des maladies chez l'homme ou sous tout autre organisme vivant. L'OMS définit les déchets à risque infectieux comme des déchets susceptibles de contenir des agents pathogènes, bactéries, champignons, parasites, virus, en quantité ou en concentration suffisante pour causer des maladies chez les autres sensibles. Donc voilà, on revient à la même chose, c'est plus simple de le dire comme ça. Présente environ 10% des déchets à risque. La production pour un hôpital moyen est de 250 kg lits par an. Et il faut savoir que durant la pandémie Covid en France, dans les régions les plus touchées, cette production a doublé. Et vous avez bien compris que tous les équipements de protection individuelle qu'on n'utilise pas forcément tous les jours pour nos soins, là, on les utilise de manière systématique. Et ces déchets que l'on produit, ils doivent être incinérés.
Et ça coûte cher. Voilà. Par exemple, pour vous dire que ces bestioles restent un peu partout, vous pouvez trouver du HIV dans ces déchets, de l'hépatite, du choléra, de la dysenterie, de la typhoïde, de la tuberculose, de la méningite, etc., etc., etc. Donc, ça n'est pas seulement parce que vous avez un patient Covid de plus que vous devez faire ce tri des déchets. Vous avez bien d'autres risques avec d'autres patients qui sont porteurs d'autres virus ou bactéries. Alors, font également partie des déchets de soins à risque infectieux, les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été en contact ou non avec un produit biologique, les produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption, les déchets anatomiques humains correspondant à des fragments humains, les déchets chimiques et toxiques, les médicaments non utilisés, les réactifs de laboratoire, les piles et accumulateurs, les déchets de chimiothérapie. Et vous avez également les déchets radioactifs issus de services de médecine nucléaire, de laboratoire, etc., etc. Donc, vous voyez que la gestion des déchets, c'est un monde en soi et que je vais donc rester que sur les déchets à risque infectieux. Parce que chimique, vous comprenez bien, c'est un problème chimique, radioactif, c'est radio, etc. On ne va pas entrer dans cette partie-là parce qu'elle est trop abondante et ce n'est pas le sujet du jour. Les pièces anatomiques, voilà, c'est ce qu'on enlève quand on fait de la chirurgie, c'est le placenta du bébé. Et il y a pour tous ces déchets-là, il y a des filières de prise en charge qui sont très bien définies. Et puis enfin, il y a des autres déchets comme carton, papier, cartouches, encombrants, déchets d'équipements électriques et électroniques qui doivent aussi faire l'objet d'une gestion différente. Alors, on revient aux déchets de soins à risque infectieux. Tous les déchets sont entrés en contact avec un liquide biologique susceptible d'être contaminant. Gants souillés, compresses imprégnées de sang, draps d'examen ou champs à usage unique souillés, les couches et protections périodiques pour le patient. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la gestion des excrétas, les protections pour type incontinent doivent être éliminées dans cette filière. Et puis, le matériel, les matériaux piquants, tranchants, voilà. Le verre médical, c'est-à-dire ce que vous allez utiliser pour faire vos antibiotiques, etc. Les produits sanguins à usage thérapeutique, et les déchets anatomiques humains non aisément identifiables, mais ce n'est pas le sujet du jour, puisque ça, c'est surtout au bloc opératoire. Alors, il est recommandé pour les établissements de santé d'éliminer les déchets issus de patients infectés ou suspects d'être infectés par le SARS-CoV-2, selon la filière classique des déchets d'activité de soins à risque infectieux, sans les distinguer des autres drastiques. C'est-à-dire que vous allez utiliser les mêmes sacs et les mêmes containers pour faire le tri de vos déchets. Parce qu'ensuite, ces déchets sont traités par incinération, principalement chez vous. Chez nous, on a d'autres systèmes de pré-traitement par désinfection. Voilà, donc on est d'accord. Les déchets hospitaliers à risque infectieux, vous les connaissez bien, et que le patient soit Covid, suspect ou certifié, on élimine les déchets de matériel que l'on a utilisé auprès de ces patients de la même manière. Pourquoi le tri des déchets? Alors, on s'appuie sur une réglementation pays
C'est évidemment dans l'objectif de protéger les patients et le personnel. C'est dans l'objectif de gérer les finances d'un établissement et c'est aussi pour le développement durable. Ça n'est pas de la fantaisie, c'est vraiment important de savoir bien gérer ces déchets. Alors, vous les connaissez, tous ces sacs qui sont à votre disposition. Au sein d'un service de soins, vous devez avoir des petits containers pour y placer les aiguilles, tout ce qui est coupant, tranchant, etc., pour prévenir les accidents d'exposition au sang. Vous vous souvenez tous que ces containers doivent être remplis aux 2/3, qu'ils ne doivent surtout pas, que rien ne doit dépasser de ce container et qu'il n'est en aucun cas autorisé de pousser avec sa main, même gantée, ce matériel qui dépasse. D'accord? Vous avez ensuite des sacs plastiques pour les déchets à risque infectieux et vous avez des gros conteneurs qui doivent être dans un local de stockage. Alors, je ne sais pas, je sais que les containers, vous les avez au Luxembourg, peut-être pas partout, je ne sais pas, mais pour les déchets d'activité de soins, je n'ai pas vu de sacs plastiques, je n'ai vu que des sacs noirs. Et c'est une catastrophe parce que tout va être traité de la même manière si tous vos déchets sont dans des sacs de la même couleur. Alors, la législation des déchets de ce type est très importante. Elle encadre le conditionnement qui assure l'identification et la protection. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu au Luxembourg. Il ne suffit pas d'avoir une poubelle jaune et une poubelle noire pour que votre tri soit effectif. Il faut qu'à l'intérieur de ces poubelles, il y ait le sac plastique correspondant à la couleur correspondante. C'est-à-dire ces poubelles jaunes avec sac jaune, poubelle noire avec sac noir. Parce que une fois que vous avez sorti ces sacs de vos poubelles, ils sont tous noirs. Comment voulez-vous que l'incinération soit bien faite? Ça n'est pas possible. Il faut bien réfléchir à ça. J'ai vu à l'hôpital de Luxembourg, M. Babi à ce sujet, pour l'inciter à commander des sacs de couleur. Et vous avez vu les sacs de déchets à risque infectieux, ils ont un logo, ce petit logo jaune et noir là. C'est ça qu'il faut utiliser. Bon, alors bien entendu, si vous n'avez pas ça, vous pouvez déterminer que ce seront les sacs rouges qui font office de sacs à déchets à risque infectieux. Mais il faut qu'il y ait des codes couleurs pour que la suite de la gestion des déchets soit bien en œuvre, soit bien appliquée. L'entreposage doit se faire dans des locaux spécifiques et sécurisés. Leur transport dans des camions désinfectables et des conducteurs spécifiquement formés. Le délai entre la production de déchets et son élimination devrait être de 72 heures. Mais ça n'est pas toujours bien possible. Alors, un entreposage intermédiaire, c'est-à-dire que précédemment, en fait, dans votre service, vous ne devez pas garder vos déchets plus de 72 heures. Et le mieux, c'est de les évacuer toutes les 24 heures vers un local de stockage intermédiaire. Voilà, comme ça. Et vous les mettez dans un conteneur solide pour ensuite que ça parte avec le camion. Ensuite, il devrait y avoir un entreposage centralisé au sein de l'établissement. Et là, tout part de là vers l'usine d'incinération. Le véhicule de transport doit pouvoir s'approcher très près de ces conteneurs pour éviter de trimballer d'un point à un autre de l'établissement.
qui n'est pas du tout correct. Alors, il faut savoir aussi que ce type d'entreposage des déchets doivent correspondre à des critères de sécurité et d'hygiène. La superficie doit être adaptée au volume stocké. Il doit y avoir une signalisation apparente des risques à l'entrée du local, être accessible aux seules personnes habilitées, être muni de dispositifs pour prévenir la pénétration des animaux et des insectes. Et si vous avez des rats qui vont discuter ces sacs plastiques, vous êtes mal. Être protégé des intempéries et de la chaleur, permettre un lavage et une désinfection aisée du sol et des parois. Donc voilà, ce sont des choses à vraiment prévoir quand on travaille dans un établissement hospitalier. Ce local doit être muni d'un point d'eau équipé, doté d'une ventilation suffisante, être correctement éclairé et puis conforme aux règles de sécurité et d'incendie pour éviter des problématiques de ce genre. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, entre la production et le traitement, en climat tempéré, 72 heures en hiver, 24 heures en saison chaude. En climat chaud, ce qui est le cas chez vous, 48 heures en saison dite froide, et froide, c'est très relatif chez vous, même si vous avez froid, nous on a chaud quand on arrive, et 24 heures en saison chaude. Voilà, donc je ne sais pas si c'est correctement régulé, mais ce sont des choses sur lesquelles il faut savoir se pencher. Alors, il y a aussi une notion de production pour l'entreposage. Plus de 100 kg par semaine, toutes les 70 heures. Plus de 15 kg, supérieur à 15 kg, inférieur à 100 kg, 7 jours. Ça veut dire que ce sont des petits établissements. Et inférieur ou égal à 15 kg par mois, un mois. Voilà, ce sont des idées. Hein. C'est vraiment, vous allez vous pencher sur le problème dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais sachez que ce sont des sujets qu'il faut savoir travailler dans un établissement hospitalier. Bon, vous déjà, vous allez bien trier vos déchets au niveau de l'hôpital. Bon, le transport des brasseries, je ne vais pas le décrire, mais c'est très, très, très codifié dans nos pays. Et le véhicule ne doit servir qu'à transporter des brasseries. Il doit être lavé et désinfecté après chaque utilisation. Voilà. Je reviens 2 minutes sur ce que je vous disais à propos des 85% de déchets assimilés aux ordures ménagères. Pour détruire ces déchets, on va incinérer tout ça aux alentours de 800 degrés. D'accord? Et l'incinération à la tonne a un prix, allez, on va dire, je dis n'importe quoi, mais pour vous donner un exemple, incinération des déchets assimilés aux ordures ménagères, 800 degrés, 10 € la tonne. Vous avez 85% qui correspondent à ça. Et vous avez 15% de déchets de soins à risque infectieux qui vont être incinérés à 1200 degrés et qui vont coûter 50 € la tonne. Donc, vous comprenez bien qu'au niveau financier, vous avez tout intérêt à mettre dans vos sacs noirs tout ce qui est déchets assimilés aux ordures ménagères et le mettre dans vos sacs jaunes ou rouges si vous n'avez pas les jaunes que les déchets de soins à risque infectieux. D'accord? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne brûle pas le linge des patients, eh bien, on fait des économies en faisant ce tri des déchets à l'origine des déchets. Et l'origine des déchets, c'est où? C'est là où on bosse. C'est là où on fait nos soins. Voilà, petite question? Décès d'un patient Covid-19, vous confirmez. Alors, visite au moment de la fin de vie d'un patient Covid-19.
Alors, des autorisations exceptionnelles de visite peuvent être accordées par le directeur de l'établissement après une appréciation au cas par cas. Alors, ça peut être une situation de vie qui constitue un motif d'autorisation exceptionnelle. La décision du directeur de l'établissement tient compte de l'état de santé de la personne en lien avec le médecin coordonnateur. Un effort maximal doit être fait pour que les proches au premier degré puissent dire au revoir aux patients en fin de vie à l'hôpital. Je vous parle de ce qui a été décidé en France. Bien évidemment, vous pouvez tout à fait apprécier la situation d'une autre manière. Mais c'est ce qui est recommandé. Un maximum de 2 personnes adultes sera admis lors d'une seule visite. Dans des cas exceptionnels, la visite d'un enfant, mais là aussi en accord avec l'équipe soignante. Respect des circulations au sein de l'établissement, pas de contact avec les autres personnes et limité autant que possible avec les professionnels. Prise de température des visiteurs, si supérieur à 38, visite non autorisée. Recherche des signes cliniques Covid compatibles. Si présent, pas de visite. Donc, vous voyez, c'est quand même une charge de travail si l'on veut autoriser la présence de 2 personnes de la famille pour voir un patient en fin de vie. Mais c'est possible, hein. Il suffit, il y a une certaine volonté des équipes de soins à malgré tout faire en sorte qu'un patient en fin de vie puisse voir un ou 2 membres de sa famille. Respect des mesures barrières, bien évidemment, le lavage des mains et les équipements de protection individuelle. Obligatoire pour les personnes qui viennent en visite. Visite limitée à 20 minutes et les membres de la famille ne sont pas autorisés à toucher le patient. Donc, c'est contraint quand même, hein. Je peux comprendre que ce soit difficile, hein. Alors, ensuite, notre patient est décédé et quelles sont les mesures de protection pour la prise en charge du corps d'un patient décédé infecté par le virus SARS-CoV-2. Alors, les décès peuvent avoir lieu dans un hôpital ou à la maison. Moi, je vais vous parler de l'hôpital. De manière générale, les procédures existantes relatives au décès dus à une infection respiratoire aiguë telle que la grippe sont d'application. Je suppose que vous avez des réglementations au sujet de la prise en charge des personnes décédées. Donc, si vous avez des recommandations pour les personnes décédées qui ont été contagieuses, vous les appliquez. Alors, cependant, une personne décédée reste contagieuse. Enfin, le virus ne survit généralement pas sur une personne décédée. C'est ce que vous a dit Catherine. Et a priori, on pense que c'est la réalité. Mais elle peut rester contagieuse encore quelque temps après son décès. Alors, c'est lié souvent à la température plus basse lors du refroidissement du corps et la forte humidité. Il a été décrit qu'un virus peut être présent jusqu'à 3 jours après la mort. Je ne parle pas du Covid, on est d'accord, hein. Mais donc, dans les règles à respecter, il faut tenir compte de ça. Alors, sur la base des données actuelles, vous savez que le virus se transmet entre personnes par des éclaboussures, des fomites contaminées. Les fomites, c'est du matériel, hein. Propagation possible par les selles. Le virus, du coup, chez un patient décédé, ne va pas être transmis par les voies aériennes puisqu'il n'y a plus de respiration. Mais lorsque vous manipulez le patient dans son lit pour le mettre sur le brancard, ça peut être suffisant pour expulser de petites quantités d'air des poumons. Donc, la contagion peut être possible à ce moment-là. D'accord ? Donc, les équipements de protection individuelle correctement mis sont évidemment indispensables. Voilà. Les précautions standards et complémentaires de type gouttelette
et contact doivent être maintenus. Les personnels assurant la prise en charge du corps doivent revêtir les équipements de protection individuelle, respecter les gestes barrières à l'entrée et la sortie de la chambre, etc., etc. Renforcer le rythme des désinfections des mains, mais aussi des locaux, éviter les contacts physiques non indispensables, aérer régulièrement la pièce. Alors, comment doit se dérouler la toilette mortuaire? Elle est réalisée en appliquant les précautions gouttelettes, les précautions contact. Donc, vous vous souvenez, je vous ai parlé des précautions complémentaires. Et donc, relisez ces affiches de précautions contact et droplets et appliquez-les à la lettre. Vous serez protégé, il n'y a pas de doute, mais appliquez-les à la lettre. Alors, chez nous, le personnel de soins ôte les bijoux du défunt et les désinfecte avec un détergent désinfectant ou de l'alcool à 70, puis réalise l'inventaire des bijoux. En général, on met dans un sac plastique et qu'on remet à la famille. J'ai fait une belle faute de détergent. Bon. Ablation des cathéters, lignes et autres tubes qui doivent être enlevés en s'assurant qu'ils sont bouchés. Pas de fuite de liquide corporel. Ablation des prothèses à piles, à l'exception des dispositifs intracardiaques. Et le médecin constatant le décès, c'est lui qui enlève ces prothèses-là. Et puis, on peut faire une désinfection, une obstruction de la bouche, du pharynx et du nez de la personne décédée, qui évitera finalement la contamination par évacuation de l'air des poumons ailleurs. Alors, je ne sais pas dans votre culture si tout ça est fait. Je vous parle bien de ce que l'on fait ici, en France, pour prévenir la contamination. Je crois qu'il y aura de la réflexion à faire entre vous pour déterminer ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Utilisez des serviettes et des gants à usage unique, alors pré-imbibés d'une solution nettoyante et conçus pour être utilisés sans eau et sans rinçage. Tout simplement, comme vous avez vu, on peut l'eau et les liquides biologiques peuvent traverser la tenue, la blouse de protection. Et si on n'a pas ce système-là, on se met une blouse à usage unique sur soi. Le nécessaire à toilette, bien évidemment, sera éliminé dans la filière dont on vient de parler, hein, les déchets de soins à risque infectieux. Alors, si un apéritif rituel nécessite la présence active d'un membre désigné par la famille, eh bien, là aussi, ce sera limité à 2 personnes, équipées comme le personnel de soins, et évidemment avec l'accord préalable de l'équipe de soins. Donc, vous voyez, ça, ce sont des sujets que moi, je ne maîtrise pas avec votre culture et votre religion. Donc, ce sera vraiment à réfléchir en équipe et à définir en équipe. Alors, le corps doit être enveloppé dans une housse mortuaire imperméable. Évidemment, identification du défunt et de l'heure. Cette housse sera fermée en chambre mortuaire ou en l'absence de chambre mortuaire dans la chambre du patient et désinfectée avec du détergent désinfectant, de l'eau de javel, etc. Mais il faudra que cette housse soit désinfectée avant de partir, soit au domicile, soit à la chambre mortuaire. Voilà. Alors, on a dit que la housse était fermée, on maintient une ouverture de 5 à 10 cm en haut si le corps n'a pas pu être présenté à la famille. En cas d'indisponibilité d'une housse, on enveloppe le corps dans un drap, déposé sur le brancard, et puis on recouvre le drap d'un drap avant transfert en chambre mortuaire. C'est-à-dire, on met un drap sur le chariot de transport, on met le patient enveloppé dans son drap, et on remet un drap sur la personne décédée avant le transfert en chambre mortuaire.
J'ai fait deux fois la même chose. Voilà, brancard recouvert d'un drap à usage unique ou à laver. Hein, elle sera envoyée en lingerie dans la filière linge à risque infectieux. Voilà. Alors, d'un point de vue médico-légal, en France, je parle, un corps ne peut être transféré en chambre mortuaire en dessous d'un délai de 2 heures et doit être déposé dans un délai de 10 heures au maximum. Et peut y demeurer 10 heures au plus dans une chambre mortuaire. Alors, là aussi, s'approcher de la réglementation pays, parce que j'avoue que je ne la connais pas. Je voulais juste vous dire que il fallait donc respecter les précautions standards et faire en sorte que vous ne provoquez pas de dissémination du germe partout. La gestion des effets personnels de la personne décédée, soit laver à 60 degrés pendant 30 minutes ou désinfecter, mais bon, il vaut mieux les laver, mis dans un sac plastique fermé pendant 10 jours et que vous rendez à la famille, puisque au bout de 10 jours, il est prouvé que le virus ne vit plus où que ce soit. Voilà. Donc, ces effets, ben, je pense que vous les rendez au patient, à la famille du patient, pour qu'il soit pris en charge et traité comme il faut. Et il suffit à l'équipe de prévenir la famille et de le dire. Ensuite, on va revenir 2 minutes à ce que j'ai dit hier. Quand un patient est décédé, une fois que la chambre est libérée, on procède au nettoyage de la chambre. Et vous vous souvenez, je vous avais dit, on enlève le linge de lit et le linge de toilette et on attend minimum 20 minutes, 3 heures est souhaitable avant d'intervenir pour s'assurer que tout est sédimenté et que le nettoyage des surfaces se fasse au bon moment. D'accord? Voilà, il faut vraiment, et on refait, et vous faites le nettoyage de la chambre, on en a parlé hier, et de manière précautionneuse, et de manière importante. Sachez que pour que ce soit fait correctement, il faut prévoir une bonne heure et demie pour que ce bio-nettoyage dans la chambre soit effectué correctement et qu'il n'y ait pas de risque pour les personnes qui vont suivre, le personnel soignant qui va suivre ensuite. Alors, je ne reviens pas, nettoyage de surface, toutes les surfaces, tout l'équipement de la salle de bain, etc., etc., etc. Nettoyage des sols. Voilà. Voilà, c'est terminé. Donc, si vous avez des questions, allez-y. J'arrête. Voilà. Voilà. C'est par rapport aux agents de brancardiers. Oui. Depuis qu'on a commencé la formation, on n'a pas reçu de modules les concernant. Est-ce qu'il y a des modules par rapport aux brancardiers? Si oui, est-ce qu'on pourra les recevoir et quel jour? Merci. Ah oui, bonne question. Bonne question. Ben non, ça n'a pas été prévu. Pour les brancardiers, que font les brancardiers chez vous? Dites-moi. C'est eux qui promènent le linge. C'est eux qui emmènent le linge. Ce sont les agents. Oui. Les brancardiers sont les agents qui sont destinés à transporter les malades dès leur rentrée à l'hôpital jusqu'à dans les bureaux des médecins. Ce sont ces agents qu'on appelle les brancardiers. Ce sont les premiers à être en contact direct avec les patients. Oui, ok. Donc, vous avez des brancardiers qui sont pour les patients Covid ou pas? Oui? Ils sont en contact avec tous les malades qui viennent à l'hôpital. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, il y a des modules pour eux. Eh bien, écoutez, je vais prévoir ça. Je vais prévoir ça, puis je vous tiens au courant par l'intermédiaire de nous. D'accord?
OK? D'accord, merci. OK. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au décès? Je disais par rapport aux déchets, au traitement des déchets. Oui. Tout ce qui est alimentaire dans la filière normale est traité comme des déchets, des ordures ménagères. Oui. Avec le Covid, vu la haute contagiosité, est-ce que les restes de nourriture ou autres aliments issus de l'hospitalisation des patients peuvent être traités comme des déchets assimilables aux ordures ménagères? Ou bien est-ce qu'il faut les traiter comme des darcis? Dans la mesure où je sais que la vaisselle n'est pas traitée autrement que pour les autres patients, d'accord? Mais pour les restes de relief de repas, oui, la prudence, je dirais par prudence de les mettre dans les déchets de soins à risque infectieux. Je dirais ça. Je vais faire des recherches. Si jamais je trouve quelque chose disant l'inverse, je te le dirai. D'accord? Mais par prudence, oui, il vaut peut-être le faire comme ça. Oui. Okay. Merci. Surtout s'il reste des reliefs de repas dans l'assiette. Oui. OK. Merci. Très bien. Donc, vous avez bien compris que pour le décès, vous manipulez cette personne avec les équipements de protection individuelle. Hein, c'est vraiment super important. Après, tout ce qui est accord pour visite, pour toilette mortuaire, bien évidemment, ça se définit entre vous en fonction de votre culture, en fonction de la religion, etc., etc. Moi, je ne peux pas intervenir là-dessus. Je vous dis juste les grandes précautions qu'il y a à prendre par rapport à ce virus. Voilà. Alors, on dit aussi que la mise en terre doit avoir au moins une profondeur de 2 mètres. C'est ce qui se dit, mais voilà. La mise en terre, bon, se fait à un minimum de 2 mètres de profondeur. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Ou est-ce que on peut vous libérer parce que les journées sont longues en ce moment. Elles sont difficiles. Donc, dites-moi si vous n'avez pas de questions. De toute façon, vous pouvez reprendre tous les topos qui ont été faits sur la chaîne sur YouTube. Et si vous avez des questions ou si vous avez des incompréhensions, vous n'hésitez pas à nous en faire part. Il y a peut-être des problématiques qu'on n'a pas soulevées parce que, voilà, on est loin de vous. Eh bien, au revoir. Et Monsieur Togola, je vois pour les brancardiers. D'accord? Ok, merci bien, merci Ali. Merci beaucoup. Veillez vos brancardiers. Oui. Merci nous, merci Aïssata. Merci à tous. Merci Ali. Et à bientôt. Merci Ali. Merci Lara. À la prochaine. À bientôt, oui. À bientôt.